Ah non, mais c'est ma place. C'est-à-dire, enfin, on me dit plus Sarah, tu parles trop fort. Tout le monde parle fort, donc c'est absolument génial. On est tous un petit peu fous, donc je passe tout d'un coup pour quelqu'un de très normal et de pas excité du tout. Il y a une énergie dans l'air, il y a un accent, il y a une force, j'aurais adoré faire l'armée. Je suis en extase quand je vois toutes ces jeunes filles jolies, volontaires, avec leurs sacs comme ça dans le train. C'est extraordinaire. Sarah Guetta, bonjour. Bonjour Cathy. Ravie de te rencontrer et surtout d'être avec toi pour parler de ton Nalia Story. Alors j'ai dit Sarah Guetta, mais je peux dire aussi la coiffeuse des stars. Alors Sarah Guetta, je préfère. Mais je ne mens pas en disant ça. C'est vrai, non, tu mens pas du tout. Bon, évidemment, c'est des stars, les artistes, mais ça a toujours un peu une connotation de frimeuse, d'être la coiffeuse des stars. Bien loin de toi. Ouais. C'est loin de toi. Je pense, ouais. Alors, ce qui est très intriguant pour nous, c'est que ça fait 4 ans que tu es en Israël, que tu as décidé de faire ton alia. C'est parti. Et on voudrait savoir qu'est-ce qui t'a poussé, quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'un beau jour, tu as fait tes valises et tu es venu ici. Alors, l'élément déclencheur, exactement, elle vient quand même d'une petite dispute avec ma maman, ma mère, qui était complètement bénin, une année avant, c'est le jour de mon anniversaire, donc moi je suis née le 7 mai. Du coup je vais annoncer mon âge, puisque sinon il n'y a plus d'intérêt de l'histoire, on va dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc j'ai 53 ans, et ma mère, je viens pour l'embrasser, et elle me dit, voilà ma fille, maintenant tu peux lire le psaume 54. Alors ma mère, elle a jamais été vraiment religieuse, et pour cause, elle a perdu 4 filles, ça a été très compliqué dans sa vie. Donc j'étais déjà étonnée qu'elle me parle de ça. Et là, je m'énerve, je lui dis, mais pourquoi tu me parles déjà de 54 ans? Je viens d'avoir 53 et que j'ai déjà les boules, maman, enfin je comprends pas. Mais de cette dispute, elle est restée dans ma tête, évidemment. Bien sûr, je n'ai pas lu le psaume 54. Et comment Akadosh Baruch Hu, il a déjà tellement tout cadré, tellement tout organisé, the scénario quand même, un an avant, pour que un an après, elle me revienne dans la tête. Malheureusement, ma mère meurt le 1er avril, qui n'était pas une blague, mon anniversaire un mois après, je suis encore dans le deuil, donc je suis dans le deuil du mois. Et là, évidemment, je dis, 54 ans, tu vas lire ton psaume 55. Parce que j'ai appris qu'on lisait toujours l'année suivante le psaume de ton anniversaire. Et là, je tombe donc sur le psaume 55. Et il y a une phrase extraordinaire que tout le monde peut relire. « Si j'étais une hirondelle, j'irais vivre dans une autre demeure. » Et alors là, il n'y a que mon âme qui a parlé. J'ai eu une montée d'adrénaline. J'ai dit, je fais l'alia. Mais quand même, parce que ça paraît fou. On aurait pu déménager à Paris. Mais j'aurais pu déménager à Paris, bien sûr. Mais une hirondelle, une autre demeure, ces psaumes écrits par David, tu te dis c'est pas possible, c'est que en Israël, cette autre demeure. Ça y est, t'as fait ton temps, ça fait 50 piges que t'es à Paris. Tu vas rester quoi? Alors, avec des sacs de pharmacie, comme la moitié des Français, au lieu d'avoir des sacs de manger, parce que ici, la vérité, ils ont tous des sacs, rien qu'ils mangent. C'est un rêve. À Paris, rien qu'on se soigne. Ici, rien qu'on mange. Une autre vie. La culture est tellement différente, et évidemment, la mort de maman. Donc, la mort de maman a fait que j'ai essayé de vivre ce deuil ailleurs qu'à Paris. C'était plus facile? Plus facile. Je me suis peut-être sauvée, mais je me suis aussi peut-être protégée. En plus, j'étais seule, j'avais divorcé, donc c'est vrai que j'abandonnais en même temps tout ce qui était artiste, tous mes clients. Faut du courage, et en même temps, faut oublier ses intérêts. C'est-à-dire que je pense sincèrement, s'il y a un message à donner pour que les gens fassent leur alia, oubliez ce que vous avez connu avant. Faut oublier. Faut repartir à zéro? Faut repartir à zéro. Parce que si t'es genre en mode « ouais mais c'était bien là-bas », tu peux pas rester ici. C'est impossible.
C'est impossible, tu peux pas comparer. Ça serait pareil si tu irais vivre aux États-Unis, il faut apprendre une langue, il faut s'intégrer, ça serait exactement pareil, quoi. Ici, on se dit que c'est un petit peu plus facile parce que t'es un petit peu attendu, t'es un peu désiré, t'es en famille. Tu l'as ressenti, ça, quand t'es arrivée ici? J'ai senti l'entraide. Maintenant, t'as compris, j'arrive en plein Covid. Donc, Mishkina, il n'y avait personne dans les rues, j'allais crever. J'ai dit, waouh, je pars au mauvais moment. Je suis arrivée, au moins, t'as le Covid, mais t'es à Paris, t'as tes repères, t'as ton épicier, tu vas sur la pointe des pieds, tu fais des stories. Après, maman est morte, les stories, on a tout arrêté, j'étais en dépression. Mais t'étais à Paris. Donc, quand t'arrives ici, 19 juillet 2020, tout est fermé, tu sais que c'est le Covid. Mais je pensais que ça allait quand même, tu vois, un peu à Paris, tricher. Mais là, même pas le chat noir, il passait, quoi. Oh, j'avais ma mère en souvenir, mais j'avais pas de repère avec elle. Et donc, c'était beaucoup plus facile. Ça a été plus facile. Ouais. Alors, après tout ça, tu aurais pu jeter l'éponge et dire je m'en vais. C'est vrai, et j'y ai pensé souvent. À repartir? Oui, à repartir. Pourquoi? Parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, il faut oublier le passé sans l'oublier. C'est-à-dire, c'est une continuité de chemin. C'est-à-dire, c'est pas qu'on se dit, tiens, j'ai fait une vie, puis je vais en faire une autre. Non, c'est une autre histoire. Et c'est vrai que les premiers temps, oh non, mais pourquoi ça? Mais je comprends pas, mais j'habitais rue de François 1er. J'ai trop comparé, j'étais évidemment dans le confort, évidemment, j'ai tué personne, j'étais pas obligée de partir, il n'y avait pas de... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on arrête de comparer? L'amour d'Hachem, cette spiritualité qui vient en nous, ton âme qui parle seule, et que si tu es assez lucide, tu vois tous ces messages qu'on t'envoie. Quel genre de message tu as reçu? Des messages, des photos qui représentent quelque chose, des anges qui me parlent, de connaître d'autres gens aussi, ça fait du bien, ça grandit, ça t'emmène sur une autre route et ça te laisse jeune, je trouve, et dynamique. Forcément, tu as gardé plein de contacts, tu continues à travailler en France, tu étais à la Mostra de Venise il n'y a pas longtemps, tu coiffes encore des artistes, Isabelle Berstein, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils te disent ces gens-là? Parce que bien sûr, comme tu me parles, tu leur racontes que tu vis en Israël aujourd'hui. Ouais. Mais ils ont été choqués au départ. Moi, quand je suis arrivée ici en juillet, au mois de septembre, ils ont commencé à tous m'appeler pour prendre rendez-vous. Et ils m'ont dit, mais tu rentres quand de vacances? Je lui ai dit, mais je ne rentre pas. Je ne suis pas partie en vacances. Je n'ai plus rien à Paris. J'ai tout laissé. Parce que c'est vrai que c'était subi en plus. Pas que, parce que tu fais un alia en plein Covid, tu as des papiers à remplir, tu as une voiture à vendre, un appartement à laisser, un déménagement, tu vis depuis 50 ans, tu avais un salon de coiffure que j'avais déjà laissé auparavant, mais tous mes meubles et tout, j'ai magnifique en plus. Et magnifique, qu'est-ce que j'avais fait de ce salon de coiffure, un rêve. Bon, beaucoup de choses quoi, mais comment Hachem avec ses ailes, il a fait clac, il a fait clac, il a fait clac, 19 juillet. Ils ont compris ton... Et ils ont compris, mais ils étaient en choc. Bon, tu vas revenir. Bien sûr que je vais revenir. Donc voilà, je suis en train d'organiser, là il faut que je trouve un appartement et tout et tout. Je reviendrai, écoutez, je vais venir d'ici 10-15 jours. Mais quand je suis arrivée, ils ont cru que c'était pour rester. Ils n'ont pas compris que je repartais. Donc ils n'ont pas tout de suite adhéré. Ils ne comprenaient pas ma position parce que j'avais tout, parce qu'on passait tous... des super soirées. C'est vrai que ma maison, c'était the place to be. Les gens venaient, ils repartaient. Et puis, une fois que j'avais lâché le salon, place Vendôme, enfin, rue du Mont-Tabor, j'avais fait un atelier d'artiste chez moi, rue François 1er. Donc, voilà, tout le monde restait, Jean-Louis Aubert restait pour jouer de la guitare. Voilà, on fait beaucoup de fêtes, je faisais les Pourim, je faisais toutes les fêtes, évidemment, parce que j'ai fait Teshuva il y a quand même 20 ans, plus de 20 ans, les Shabbats et tout, donc ils voyaient bien que j'étais un petit peu plus et de plus en plus dans la pratique. C'est ça, c'est le fait que tu es devenue plus pratiquante, plus proche de Dieu, qui t'a fait aussi comprendre qu'il fallait que tu t'en ailles? Ouais. Ça devenait compliqué? Pas compliqué, mais je voulais être à l'aise. Je voulais pas être regardée parce que je m'arrête pour faire mincha. Je voulais pas expliquer pourquoi je mangeais pas à table avec eux sur les tournages. Et pourtant, je le faisais. Et bien que j'étais regardée, mais ça va, un petit morceau de tomate et puis du poisson papillote.
c'est vrai, c'est du papillote, mais après, tout dépend où tu mets la barre. Qu'est-ce qui t'a attaché ici? Qu'est-ce qui t'a plu, vraiment? C'est de pouvoir me dire que enfin, je suis dans mon pays. J'ai adoré la France. Je l'adore encore. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic, quoi. Tout a changé. T'es où, Sarah Guetta? Ou Sarah tout court? Où tu te places? Ici, t'as l'impression d'être que dans le Hémet. Il n'y a pas trop de fake, parce qu'on n'est pas dans le matériel. Il y a plus de vérité qui transpire dans les relations qu'ailleurs. Quand on te voit comme ça, quand on t'entend, on voit tes reportages, tout ce que tu as fait, parce que tu as aussi animé une émission de télévision qui s'appelait Cauchemar chez le coiffeur. On te voit, tu bouillonnes, tu as une nature comme ça volcanique, tu as l'air tout à fait couleur locale. Ah non, mais c'est ma place. C'est-à-dire, enfin, on me dit plus Sarah, tu parles trop fort. Tout le monde parle fort, donc c'est absolument génial. On est tous un petit peu fous, donc je passe tout d'un coup pour quelqu'un de très normal et de pas excité du tout, parce qu'il y a une énergie dans l'air. J'aime les gens, bien que c'est pas du tout notre mentalité, c'est pas du tout notre éducation. C'est des guerriers, c'est-à-dire qu'ils se battent pour tout, ils vont très très vite, ils se sont battus pour créer un pays, pour qu'il existe. Et bon, après voilà, c'est une éducation particulière, quoi. Nous, les Français, on a vécu dans le confort, quand même, dans le chauffage, pas tous forcément. Moi aussi, j'ai vécu que dans des HLM. Mes parents, on était 8, on habitait, ma mère, elle nous racontait qu'elle habitait rue de Lagny à Nation, et que elle avait encore les couches, en 66. Les toilettes étaient à l'extérieur, donc ils ont galéré. Mais voilà, je pense qu'ici, ça a été beaucoup plus dur. Est-ce qu'il faut grandir dans une famille sioniste pour que déjà l'amour d'Israël soit en soi? C'était comment chez toi? J'ai perdu 2 sœurs dans un accident de voiture ensemble, elles avaient 18 et 21 ans, et elles étaient très sionistes. Mais chez moi, on n'était pas tellement pratiquants. Mes parents étaient traditionnalistes, et mon père, c'était un fou de la France. Fou de la France parce qu'il a été sauvé d'abord, il a été caché par un curé pendant les 2 dernières années de la guerre, et sinon je ne serais pas là. Et donc il était français avant tout, il était déjà venu à l'âge de 20 ans. Mon père est né en 1908. À l'âge de 20 ans, donc on est en 1928, il vient déjà en France et il devient danseur mondain du Moulin Rouge. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire le mec, il faisait des claquettes en 1928. C'est un truc de fou. Donc une famille pas du tout branchée Israël. Rien à voir. C'était le rêve français, les cabarets. Exactement. Les artistes. L'artiste. Et en même temps, pas vraiment, parce que mes parents étaient forains, qui aimaient la vie, qui aimaient apprendre la vie sur le terrain et nous embarquer avec eux, quoi, en fait. Ah oui, vous étiez nombreux en plus. On était nombreux, ouais. Je suis la dernière de 10 enfants. Et on ne parlait pas tellement d'Israël, donc à l'époque? Non. On ne parlait pas beaucoup d'Israël. Mon père, il avait des frères qui vivaient déjà en Israël, qui eux étaient partis pendant la Shoah et, de Tunis. Et il avait des demi-sœurs qui vivaient déjà à Haïfa. Mais non, j'ai pas grandi avec ça. J'ai même pas, par souvenir, je crois que j'ai même pas grandi avec Hachem. Je crois que je savais même pas qu'il existait, pour te dire le niveau. Et Israël existait, mais c'était... bon, c'était pas mon pays, quoi. Moi, j'étais en France, mes parents français, on était juifs, évidemment, puisqu'on faisait quand même le Shabbat pour courir devant la télé après. Et mon père mettait le disque de la Haggadah pour Pessah. Je crois que j'aurais adoré être israélienne. Israélienne, tu l'es aujourd'hui. Je le suis aujourd'hui, mais voilà, par l'Alia. Naître ici, tu veux dire. Ouais, il y a un accent, il y a quelque chose, il y a une force, j'aurais adoré faire l'armée. Je suis en extase quand je vois toutes ces jeunes filles jolies, volontaires, avec leurs sacs comme ça dans le train. C'est extraordinaire de se battre pour un pays, mais en France, t'as une guerre, personne n'y va, hein. Allô, ils se tirent tous, hein, ils achètent de l'huile et ils se cachent à la maison. Il t'a épaté, ce peuple, pendant cette période-là, cette dernière année qu'on a vécue? Il m'épate. Vraiment, il m'épate. Ouais.
Ils m'épatent. Et alors, bizarrement, je les ai épatés, parce que depuis le 7 octobre, je fais du bénévolat, je vais couper les cheveux aux soldats, je fais des sacs. Comment t'étais accueillie? Vachement bien, genre la française, alors on disait qui j'étais et tout machin, donc ils étaient contents. J'ai plein de photos où je leur coupe les cheveux sous la boue, dans la pluie, où je disais de Place Vendôme à la frontière du Liban. C'est surtout mon âme qui était heureuse, quoi, qui était à sa place, en fait. Je crois que mon âme était à sa place, et elle l'est toujours. Et en fait, mon corps, bizarrement, est très heureux quand il repart en France. Mais mon âme est triste. Donc je suis coupée entre deux. Encore un peu schizophrène? Ouais. Ce qui intrigue, et que quand on est loin, on a du mal à comprendre. Il y a tout ce que tu racontes, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, on se sent bien, on se sent à sa place, mais d'un autre côté, il y a le quotidien. Et ce quotidien-là, parfois, il rebute un peu. Comment il est le tien? Il est trop dur. Ce qui est dur, c'est d'abord d'avoir été très fainéante pour ne pas apprendre la langue. Donc, tu n'as pas la langue, tu t'intègres pas. Moi, j'aime parler aux gens, et les Israéliens adorent parler à tout le monde. Donc c'est génial, tu montes dans le taxi, tu as juste même un chewing-gum, il te dit « Bété Avon ». C'est-à-dire bon appétit, quoi. C'est quelque chose quand même tu trouves dans aucun pays du monde. Il te dit Shabbat Shalom, il y a de la communication comme un, disait le Rabbi Chetrit, comme un Echad, c'est notre peuple. Communication, on communique beaucoup, et tant mieux. Et ça j'adore, parce que moi ma mère me disait tout le temps, tu parles trop, arrête Sarah, tu parles trop. Et c'est vrai, je parle trop. Donc, mais j'adore ça. Et de ne pas parler hébreu, je vais y arriver. C'est ça qui te gêne le plus? Ouais. Oui, parce qu'anglais, c'est pas pareil. Tu restes étrangère. Sarfati, aujourd'hui, ça va, ça passe depuis le 7 octobre. Parce qu'ils se disent, waouh, combien on les a aidés, combien on les a supportés, qu'on les a soutenus, combien on continue encore à faire des sandwichs, à préparer des shabbats, à faire des chalotes. On s'est retrouvés à faire des 80, des 100 chalotes pour les soldats, pour les familles qui étaient les pauvres, éparpillées dans tout le pays. Donc ça a été terrible. On a réuni de l'argent, des affaires pour les enfants. Ça a été dur. Ça a tellement été violent. Tous ces films qu'on a vus, toutes ces vidéos qui sont passées, j'ai dit, mais jamais moi, à Nova, moi je me laisse tuer, hein. Jamais j'aurais survécu. Jamais j'aurais fait la moitié des gens. J'ai vu des jeunes filles dans les kibboutz courir chez la voisine pour essayer de la sauver, de la protéger, de l'emmener chez elle à la maison. Mais moi, j'aurais été morte. Les Français, on n'aurait pas tenu, quoi. J'aurais pas eu cette rage qu'ils ont eu, eux, cette force de tenir tous ces hommes qui sont partis avec la rage de gagner, de les ramener, d'essayer de sauver le maximum de gosses. Vraiment, c'est une histoire de notre génération terrible. Je trouve que ça a sûrement été aussi dur quand ils ont découvert la Shoah. Ça t'a ancré ici? Ah ouais, j'ai dit waouh. Quel peuple! Mais tous les jours, c'est quand même pas facile quand tu n'as pas la langue, quand l'autre il te bouscule, il t'éclate l'épaule, mais il te dit pas pardon parce que c'est pas dans leur culture, que bonjour, non, mais si t'es tombé, si t'as quoi que ce soit, il te porte ça, qui t'aide, et il te dit bon appétit, et il te dit Shabbat Shalom. Donc voilà, faut s'habituer, et en même temps c'est sympa. Moi, c'est 4 années quand même, je suis arrivée, il y avait le Covid. Après, il y a eu une autre guerre. Petite guerre, là, je ne sais pas plus comment elle s'appelle. Et là, on est arrivé sur le 7 octobre. C'est-à-dire, chaque année, je vais ouvrir le salon et chaque année, je recule. Alors, c'est ça, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de ton travail, mais professionnellement, j'imagine qu'une femme avec plein d'énergie comme toi a envie de continuer. C'est quoi ton projet Ouais, mon projet, c'était que j'avais envie de faire de la formation. Parce qu'ils ne savent pas, c'est pas possible. Mais parce qu'ils n'ont pas de diplôme, Mishkina. Ils sont barman parce qu'ils sortent de l'armée. Ils apprennent à couper parce que de toute façon, la tondeuse, ça va très très vite. Et que c'est la nouvelle génération. On se rase la tête, on n'en parle plus. Je ne connais pas une femme qui me dise « Waouh, j'ai été chez un coiffeur, génial, je te le recommande. » Je ne connais pas. Il n'y en a pas une qui est contente, ni de la couleur, ni des coupes. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Et c'est vrai que tu ouvres un salon sans diplôme. Tu n'as aucune obligation. Tu as envie de changer ça? Ouais, j'avais envie de faire de la formation et j'ai envie, et ça je pense que je vais vraiment le créer, je voudrais ouvrir le premier salon pour ados.
parce que je pense que c'est l'avenir. Alors toi, justement, qui a un œil comme ça, esthétique, assez à la pointe, tu te retrouves dans cette société israélienne? Tu la trouves comment? Très difficile, là aussi on y vient. Ils n'ont pas de goût. Ben, voilà, on y vient. La mode, c'est encore compliqué. C'est-à-dire, je ne trouve pas que les femmes ont des looks à l'extérieur incroyables. C'est-à-dire, je ne me suis jamais retournée en me disant « Waouh, pas mal !» Jamais. Alors que tu vas à Londres ou tu vas à New York, mais je prenais des photos tous les 4 secondes. Je ferais cette coupe, je ferais cette couleur. Voilà, ils sont à l'affût de belles choses. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit être en talons ou être habillé sur notre 31 parce que tu es coiffé et maquillé. Ouais, tu peux être en basket, puis être quand même avoir un look. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas le temps ici. Ils n'ont pas le temps d'être comme ça. Et est-ce que ça ne rejoint pas les lettres hébraïques? Car chez nous, on n'a pas de verbe avoir, rien ne nous appartient, on n'est que dans l'être. Je suis. Donc tout est comme ça. Donc là, c'est pareil. Tu vas en boîte de nuit, tu vas au restaurant, tu te dis mais c'est pas possible, t'es presque, t'as l'impression d'aller à un mariage toi, parce que t'es très française, donc tu veux t'habiller, tu veux rester un peu dans le move. On y arrive ça? On n'y arrive plus, je suis en tongs, mes pieds se sont élargis, alors que j'étais scotchée sur des talons, on n'entendait que mes pas dans la production arrivée, on me disait Sarah Guetta elle arrive, tellement j'étais perchée, parce que trop petite, bon bref, voilà. Ça te dirait de retrouver les plateaux de cinéma en Israël? Alors ça j'adorerais. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ouais, j'aimerais bien connaître ce monde du cinéma. D'ailleurs, j'ai fait avec Irène Jacob, qui est venue l'année dernière. Elle a fait le film de Amos Gitaï. Et donc, je l'ai coiffée, elle, personnellement, parce que ça fait 25 ans que je la coiffe. Et j'étais ravie qu'elle vienne tourner en plus en Israël. Amos, il avait déjà son équipe, donc je faisais que Irène. Et j'ai vu comment il travaillait. Si je te dis, est-ce que tu regrettes d'être venue? Non, je regrette pas. Et je crois que si j'étais pas venue à ce moment-là, effectivement, je serais peut-être jamais venue. Parce que j'aurais été happée par tout ce matériel, par tout ce cinéma, quoi, toute cette folie. Je suis quand même archi dans mon élément là-bas. J'adore le cinéma, j'adore voir les gens jouer, j'adore l'œilleton, j'adore les scénarios, j'adore les histoires. J'ai adoré lire les scénarios. J'ai fait quand même plus de 30 films, plus de 30 pièces de théâtre. Généralement, je commençais à lire un scénario comme un bouquin. Je voulais pas savoir qui jouait quoi, pour pas tout de suite m'imaginer le personnage. Et seulement après, quand j'avais lu le scénario, tout de suite, quand je savais qui jouait quoi, alors là, c'était une évidence. Tu savais ce que tu allais faire. Voilà, je savais ce que j'allais faire et je proposais, parce qu'après, il y avait des réunions avec tous les chefs de poste. Mais ça a été quand même une bataille hein, de m'imposer, ouais. Ouais, parce que tout le monde ne rentre pas comme ça dans le cinéma, c'est une famille. On ne fait pas rentrer des gens nouveaux aussi. Et voilà, et mon étoile était bien placée.